Bonjour à tous, Antoine Parisot, du coup je suis animateur à l'Alpad, c'est une association de développement agricole dans les Landes. Et je vous propose de faire 15-20 minutes de présentation et qu'après on passe plutôt sur les échanges pour qu'on éclaircisse certains points. Donc l'Alpad, c'est une association de développement agricole qui a pour vocation à accompagner les agriculteurs au changement de pratique dans les Landes et ça passe par le développement de filières. Donc la filière chanvre, pardon, est une des filières prioritaires que l'on juge importante pour le monde agricole, puisque ça a des intérêts pour les agriculteurs d'un point de vue agroécologique, puisque le chanvre n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Dans la charte régionale, on s'interdit les engrais de synthèse et a des besoins en eau qui sont assez faibles, donc ça permet d'avoir une vraie transition agroécologique. Et notre objectif, c'est de dire aux agriculteurs, vous avez réussi à faire une culture bio, entre guillemets, une année, pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas sur d'autres cultures et c'est des années progressivement à se passer de tout cela. Donc l'Alpad, on accompagne un groupe de producteurs dans les Landes qui s'appelle Cambadour. Ils ont créé une asso et une coopérative pour produire, transformer, commercialiser leur production. Et on est structuré au niveau d'une association régionale qui s'appelle Chanvre Nouvelle-Aquitaine, qui a été fondée sous l'impulsion de la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner différents groupements de producteurs dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, en se basant sur un modèle qui est le modèle de Chanvre-Mélois. Donc Chanvre-Mélois dans les Deux-Sèvres, c'est un groupe de producteurs de chanvre qui transforment leurs produits depuis une 15-20 ans, notamment sur la partie bâtiment. Donc le modèle Chanvre-Mélois, c'est une usine qui coûte environ 500 000 € que l'on espère répliquer dans les Landes à court moyen terme. Et il faut savoir que c'est une usine du coup qui coûte pas cher par rapport aux autres chanvrières industrielles partout en France, où en fait on est sur des chanvrières qui coûtent plusieurs millions d'euros et donc qui ont besoin de surface en chanvre très importante. Nous, le modèle qu'on développe avec Chanvre Mélois et du coup Chanvre Nouvelle-Aquitaine, c'est un modèle où le seuil de rentabilité de cette unité est d'environ 150 hectares. Donc assez faible, puisqu'il faut savoir que par exemple dans les Landes, il y a 100 000 hectares de maïs. Donc on sera vraiment une goutte d'eau, mais on sera quand même là avec une culture un peu intéressante. Que vous dire d'autre sur le chanvre Donc au niveau local, on se base aussi sur l'utilisation du chanvre pour l'alimentation humaine. L'objectif, c'est de récolter à la fois la graine pour l'alimentation humaine et la paille pour le bâtiment. Donc la graine, on peut ensuite la transformer en huile. On peut récupérer le tourteau, donc c'est le résidu de pressage de l'huile, pour fabriquer une farine protéinée. On peut décortiquer la graine, avoir du coup une graine décortiquée, et on peut également consommer la graine entière. Donc tout l'enjeu de notre filière, c'est d'essayer de développer, d'éduquer, sensibiliser les consommateurs pour consommer du chanvre un peu partout, donc notamment dans la restauration collective. Et du coup, on a pas mal de leviers à lever, de freins à lever pour qu'on consomme du chanvre de façon un peu importante. Et on a les mêmes verrous à lever dans la construction, puisqu'il y a pas mal de problématiques aussi réglementaires. Et également dans le process de transformation, puisqu'on n'a pas d'outils de transformation qui permettent d'avoir une chaîne vote labellisée de façon immédiate. Donc où on en est, l'objectif c'est qu'au champ, quand on récolte la plante, donc on récolte d'abord la sommité florale. On va vous faire passer les plants, ça sera plus simple. Donc on a le haut de la plante en vert qui est la sommité florale avec les graines de chanvre, et ensuite on a toute la tige. Voilà. Alors ensuite la tige, du coup, on va la faucher. On va la laisser rouir en andin. Donc le rouissage, c'est une étape qui dure plus ou moins 4-5 jours, pendant lequel en fait il y a une espèce de colle sur la tige de chanvre. Et l'objectif, c'est que des bactéries se développent pour décoller la fibre de la chaîne vote. Donc dans la tige de chanvre, on a à la fois la fibre et on a à la fois la chaîne vote qui est le cœur de la tige. Et donc on a deux produits différents pour le bâtiment, la chaîne vote qui va plutôt faire des bétons de chanvre et la fibre qui va plutôt servir à l'isolation des combles. Et l'objectif, c'est d'arriver à terme à tout ce qui est projection machine pour ces deux produits-là. Et la problématique, donc on fauche, on endaine, on laisse rouir,
Et on va repasser avec une ensileuse. Donc l'objectif pour l'instant, on n'a pas investi dans une machine spécifique et on a ces machines sur le territoire. Et la problématique, c'est que quand on va ensiler, donc on va couper, on va faire des brins de 3 cm, sauf que le chanvre fait de la filasse. Et du coup, on va se retrouver avec, au milieu de la chaîne vote, des fibres longues qui ont besoin de cette machine de chanvre mélois pour être utilisables et labellisées dans le bâtiment. Donc en fait, on va séparer la chaîne vote de la fibre longue qu'on va obtenir. À terme, on pourrait aussi utiliser cette fibre longue, donc semi-courte, pour faire tout ce qui est textile, en fibre cotonisée, donc en mélange avec du coton, recyclé ou non. Voilà, on pourrait imaginer d'autres choses aussi, d'autres débouchés. Mais pour l'instant, les débouchés qu'on vise, c'est vraiment la construction et l'alimentation humaine. Donc où on en est? Aujourd'hui, on est à 15 hectares de chanvre dans les Landes. Au niveau régional, on doit être à 300 à peu près. On a la rencontre régionale la semaine prochaine, donc j'aurai les vrais chiffres un peu plus actualisés. Voilà, mais donc on a une filière qui est vraiment naissante et toute petite, sachant que le bassin entre guillemets historique, c'est vraiment chanvre mélois, et donc c'est un bassin qui est assez petit, assez récent aussi. Il faut savoir que la France est le premier producteur de chanvre au niveau national, avec quasiment 15 000 hectares de chanvre, et qu'il y a d'autres chanvrières industrielles qui se développent beaucoup plus rapidement, notamment dans l'Aube ou dans la Normandie, mais qui ne sont pas du tout sur les mêmes modèles. C'est-à-dire que les chanvrières industrielles sont plutôt basées sur les filières bâtiments ou textiles. La Normandie, par exemple, en 3 ans, ils ont investi plusieurs milliers d'hectares sur le chanvre textile, parce qu'en fait, ils se rendent compte que le lin ne pousse plus à cause du changement climatique, donc ils ne peuvent plus faire du lin textile. Ils ont tous les outils, tous les savoir-faire, et le chanvre peut du coup remplacer le lin dans leur chaîne de transformation. Et nous, vu qu'on n'a pas tous ces outils, tous ces savoir-faire, c'est à mon sens pas une filière sur laquelle on peut aller localement. La filière du lin textile normand, en fait, c'est une textile de qualité haut de gamme, fibre longue, et pour moi, c'est pas du tout clairement ce qu'on peut atteindre rapidement localement. Donc on est vraiment plutôt sur cette partie bâtiment, fibre courte, pour développer la filière. Donc ouais, aujourd'hui, on est à 15 hectares. Le changement climatique fait que la récolte de cette année est catastrophique. Donc on n'aura même pas 1 hectare de paille qu'on va pouvoir récolter. Sur le potentiel graines, on doit être à 200-300 kg. Donc très en deçà des seuils de rentabilité, puisqu'on estime qu'il nous faudrait 700-800 kg de graines à l'hectare pour que ça soit rentable, voilà, tout en maîtrisant les débouchés. Actuellement, les débouchés, on n'en a pas beaucoup non plus pour valoriser la graine conventionnelle et la graine bio. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question pour compléter. Ouais. Ce matin, on a eu la présentation par Boris Le Texier des nouveaux locaux de l'entreprise Chanvre de l'Atlantique. Est-ce que tu peux faire le lien justement sur la transformation par rapport aux productions locales? Je ne sais pas si c'est un lien aujourd'hui ou pas encore, bientôt. Malheureusement, pour l'instant, ils ne veulent pas trop travailler avec nous sur la production et la transformation. On leur a demandé si on pouvait transformer les graines chez eux sous forme de prestation de service. Ils nous ont refusé. Et donc, ouais, la production, ils essayent de développer le bassin de production localement pour la partie graines, mais aussi avec cet objectif de paille plutôt sur la partie textile. Mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'ils disent que ça va sortir l'an prochain l'usine, et pour l'instant ça sort pas. Donc je sais pas en fait les modèles de chanvrières sont assez compliqués à développer, et c'est pour ça que ça avance pas trop. Il y a beaucoup de chanvrières qui se sont cassées la gueule, pour parler poliment, en France. Des grosses coopératives qui ont déjà mis beaucoup de sous sur la table, et en fait ça n'a jamais marché. Les coopératives locales, notamment Euralis et Arteris, avaient essayé de créer une chanvrière il y a 15-20 ans sur la partie bâtiment, et en fait elle s'est effondrée, elle a tenu même pas 1 an. Donc la filière chanvre elle est vraiment très compliquée. Il y a ces a priori là aussi du côté de la production, mais aussi du côté de la transformation, qui font que c'est vraiment pas une filière simple, qui nécessite beaucoup de temps et de travail de conciliation entre tous les acteurs. Et malheureusement, c'est aussi un peu une guerre d'ego entre les différentes chanvrières. Il n'y a pas du tout de partage de connaissances, de savoir sur cette partie-là. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour l'instant, on n'arrive pas à travailler ensemble. Donc ils ont fait du super boulot pour démocratiser la graine dans l'alimentation humaine, mais ils ne veulent pas travailler, par exemple, la graine conventionnelle,
alors qu'il pourrait y avoir potentiellement un marché pour la graine conventionnelle aussi, si on s'y mettait, quoi. Ouais. Ils veulent pas de vos graines parce qu'elles sont pas bio, ou ils veulent pas de vos graines pourquoi? Parce qu'elles sont pas bio. Enfin, nous on essaie de développer la partie bio et la partie conventionnelle, mais je pense qu'ils nous voient comme des potentiels concurrents, donc ils veulent pas qu'on travaille ensemble. Parce qu'ils ont leur propre champ de... Du coup, Chanvre de l'Atlantique, c'est une usine qui permet de transformer les graines pour la partie alimentation humaine en huile, farine, graines décortiquées. Mais ils s'approvisionnent où? Ils s'approvisionnent partout dans le reste de la France, mais plutôt du coup dans le nord-est de la France. Ah, Il n'y a pas de production locale. Enfin, dans les Landes, il y a la DDTM, donc c'est un organisme d'État qui recense les surfaces. Il y a 20 hectares déclarés de chanvre. Parce que, et dans le 64, il n'y a pas d'hectares de chanvre, donc ça ne vient pas du sud-ouest. Ok, moi je m'étais dit, c'est juste génial, ça va remplacer le maïs. On se dit tous ça, mais c'est pas si simple. Parce que ça pourrait être aussi une alimentation animale, j'imagine. Ça pourrait être une alimentation animale, effectivement. Donc, pour l'instant, le marché du conventionnel, c'est sur la pisciculture et l'oisellerie. Donc pour l'instant, nous, les marchés, en fait, la graine, entre guillemets, qu'on va déclasser, on va la valoriser pour l'alimentation animale. Pardon. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller sur l'alimentation humaine. Ça a plus de sens. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de la paille de chanvre pour la construction. Quelle est la différence par rapport à la paille de blé pour la construction? Est-ce que ça a un avantage? Alors, on en discutait un petit peu tout à l'heure, donc j'ai pris quelques infos. Moi, je ne suis pas du tout formé à tout ce qui est bâtiment. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la paille de blé a besoin de grosses épaisseurs, alors que celle de chanvre va avoir un besoin moins important et va avoir un rôle de régulation thermique et hydrique que n'a pas la paille de blé. Je ne suis pas expert. S'il y a d'autres experts en bâtiment dans la salle, je suis preneur d'infos complémentaires. Voilà. Principalement ça, c'est au niveau de l'échange. Laurent Vergès, donc moi je fais partie de l'association Pyrénées-Chanvre, donc pour développer la filière dans le 64. Voilà. Alors l'association est composée d'agriculteurs et après donc de bénévoles, et ça a été créé par des personnes qui ont plutôt une sensibilité vers la fibre textile. Donc nous on va quand même essayer de faire la fibre textile. Et moi, j'ai intégré l'association là cette année pour essayer de développer dans la partie bâtiment dans le 64. Voilà, puisque c'est vrai que ça fonctionne bien, le chanvre dans le bâtiment. Et il faut le développer, même si on fait du textile à côté. Et donc pour en revenir à... Bon, je peux compléter aussi sur le textile du coup et sur les filières. Donc le modèle que vous suivez, qui est le modèle de Virgocop, qui est une société d'intérêt collectif dans le Lot, pardon. Et en fait, la problématique de quand on va faire de la fibre textile sous la production qu'ils vont faire, donc qui est un peu similaire à ce qu'on va faire, c'est une fibre courte mélangée du coup avec du coton. Et en fait, quand on crée ça, on crée aussi des déchets qui sont des déchets de la chaîne VOD qui est utilisable dans le bâtiment. Donc en fait, quand on travaille sur la filière textile comme Virgocop, on travaille aussi sur la filière bâtiment. Donc on aura les deux produits à proposer à terme. C'était juste pour compléter. Et donc pour revenir par rapport à la qualité du chanvre, donc c'est ce qui précisait, ça permet un échange d'hygrothermie, donc hygrothermique. Ça capte la vapeur d'eau et ça la restitue en fonction du besoin à l'intérieur de l'habitat, voilà, principalement. Et puis ça contribue un petit peu aussi à l'inertie, couplée avec la terre crue surtout. Et couplé avec le chanvre, ça permet de faire des correcteurs thermiques en rénovation, où ce n'est pas forcément de l'isolation, mais on vient appliquer donc, par projection sur mur-pierre, admettons en intérieur, ce chaud chanvre, et ça permet d'avoir une sensation de confort et de ne plus avoir une paroi froide. Et donc, c'est ce qu'on appelle la correction thermique. Voilà.
Oui, moi j'avais une question par rapport à la culture du chanvre. Donc cette année, ça n'a pas été une bonne année. C'est quoi, pourquoi? Et quelles sont les bonnes conditions pour avoir une culture rentable? Voilà, quels sont les besoins de cette plante et les avantages par rapport aux autres plantes qu'on avait par ici? Pourquoi on ne sait pas trop. J'en discutais avec un expert au niveau national, donc il y a une interprofession du chanvre, il y a aussi un organisme pour toutes ces cultures-là, donc qui s'appelle Terrinovia. Et même l'expert n'avait jamais vu autant de problématiques sur le chanvre en France. Donc on a des maladies, des ravageurs qui autrefois n'existaient pas, qui en fait se développent. Et après, localement, je pense qu'on n'a pas forcément encore la maîtrise de la production. On est parti sur un itinéraire où on nous avait dit c'est un peu une plante facile, entre guillemets, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'engrais, etc. Et en fait, on se rend compte que ça a quand même besoin d'apports d'azote assez importants. Et également, en fait, on a pris des abats d'eau qui ont été assez importants en juin. Et le chanvre déteste les sols hydromorphes, et on n'a quasiment que des sols hydromorphes dans la région, donc c'est un peu compliqué. Donc il va falloir qu'on revoie un peu les moments d'implantation pour limiter ces impacts-là. Peut-être aussi qu'on revoie la fertilisation. Et après, la date de récolte va aussi, à mon avis, devoir changer. Parce que quand on suit le cycle complet du chanvre, on le sème en mai-juin, et on va le récolter en septembre. Et en fait, on peut, si on part sur la filière sur la partie textile ou bâtiment, on pourrait aller faucher le chanvre en août et du coup éviter les périodes de pluie qu'on est en train de connaître. Parce que là, actuellement, on fait tous les 2-3 jours, il pleut, donc en fait, on ne peut pas aller récolter la paille de chanvre parce que on va la rentrer humide dans notre hangar de stockage, donc c'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions, qu'on se réinvente un peu sur la technique et sur la pratique. Voilà pourquoi. Mais après, c'est un peu... Et puis aussi, on part sur une production un peu conduite sous mode agriculture biologique, et du coup, on est beaucoup plus sensible aux aléas climatiques que la production conventionnelle. On a échangé avec les voisins béarnais, et c'est vrai que en mettant un peu d'azote d'origine chimique, le chanvre, il pousse mieux et plus facilement. Et du coup, il va jouer ce rôle aussi de couverture, parce qu'on dit que c'est couvrant et que ça va limiter les adventices. Nous, cette année, les champs, ils étaient recouverts de mauvaises herbes. Alors que quand le chanvre il fait 3 mètres de haut, là il n'y a plus une herbe qui pousse, effectivement. Donc là il n'y a pas besoin de produits phytosanitaires, alors qu'en bio, on se retrouve avec des chanvres qui font 1,50 m, 2 mètres. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, parce que derrière on peut passer avec les moissonneuses sans trop les abîmer, parce que le chanvre va s'enrouler un peu partout. Donc moins on a de biomasse à passer dans la machine, moins on peut avoir de problématiques derrière. Mais du coup, on n'a pas cette couverture du sol qui va limiter les adventices. Et au niveau des itinéraires techniques, plus sur la partie agricole, vous avez, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les itinéraires techniques que vous faites? Est-ce qu'il y a des démarches, vous travaillez sur la fertilité des sols, ou si, au vu de ces problématiques hydromorphiques des sols, qui demanderaient peut-être une adaptation plus agroécologique, juste pour améliorer la fertilité, quels sont... On essaye de développer ça de façon progressive, mais en fait, c'est vrai qu'on est sur un territoire qui est très maïs. Et dès qu'on commence à faire une autre culture que le maïs, on n'a pas de rémunération pour ces cultures-là. Donc, c'est tout le projet qu'on a au sein de l'association, c'est de développer de nouvelles cultures. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de la filière oléicole à Mugron pour valoriser le tournesol et le colza. On vient de créer une filière farine pour mettre en place des céréales à paille et les transformer en farine pour que les paysans aient un revenu un peu supérieur sur ces céréales à paille. Et progressivement, l'idée, c'est d'avoir un cortège de cultures qui soit rentable pour les agriculteurs. Et l'idée, c'est que le chanvre vienne en plus et que du coup, on puisse faire des rotations sur 4, 5, 6, 7 ans qui permettent justement de jouer sur cette fertilité des sols. Mais la problématique, c'est que ça prend du temps et qu'on ne passe pas du jour au lendemain du maïs au chanvre avec des résultats importants, qui soient intéressants économiquement, quoi. Ok, mais techniquement, du coup, cet itinéraire technique, qu'est-ce qu'il est? Je suis agroécologue, et ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous le cultivez aussi. Du coup, on va le semer, ce que je disais, en mai-juin. Après un labour? L'idée, non, c'est pas forcément labourer. On peut juste griffer le sol, réaliser plusieurs faux semis, justement, parce qu'on va avoir des adventices derrière, puisqu'on n'utilise pas de désherbant. On n'utilise que des fertilisants organiques, donc au moment de la destruction du couvert végétal qu'on a mis avant, on peut mettre la fertilisation.
Donc ensuite, on sème, c'est 50 kg hectares de graines. Il faut savoir qu'il y a un monopole sur la semence, donc on est contraint d'acheter une semence à une coopérative à un prix forcément assez élevé. Donc là aussi, c'est la première charge de la culture. Ensuite, on fait des passages de RC tri, donc c'est un outil qui vient désherber mécaniquement. Et ensuite, on arrive en fin août, début septembre, voire mi-septembre, sur la partie de récolte avec une moissonneuse batteuse pour la graine. Un séchage rapide dans les 3 heures pour sécher la graine, parce qu'en fait, le chanvre a la particularité d'avoir des graines vertes et des graines mûres sur la même partie. Et du coup, on va récolter à 25% d'humidité, donc si on le laisse en l'état, ça va chauffer, donc il faut le sécher rapidement. Et ensuite, 1 ou 2 jours après, on peut aller faucher la paille pour ensuite l'ensiler 3-4 jours après. Voilà un peu toutes les étapes qu'il y a, mais en gros, on sème, on récolte, il ne se passe rien entre le semis et la récolte normalement, quoi. D'accord. Et les problématiques de ravageurs et maladies, comment est-ce qu'ils sont gérés ? Pour l'instant, on n'a pas de solution. Et en fait, jusqu'à cette année, il n'y avait pas ou peu de ravageurs trop identifiés, qui étaient préjudiciables à la culture. Et en fait, on se rend compte que ça commence à arriver. Donc, j'en discutais avec, au niveau national. Ils ont vu des cas de botrytis qu'ils n'avaient jamais vus. On se retrouve avec des punaises, les punaises que vous avez tous dans la maison. En fait, ça pique les graines, donc en fait on se retrouve avec des graines qui sont vides, les chenilles défoliatrices, on a des chenilles défoliatrices qui viennent, et en fait notre objectif c'est de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de toute façon on ne peut pas en utiliser, donc on n'a aucun levier entre guillemets pour gérer ces problématiques. C'est que par la diversité des cultures, la diversité des revenus qu'on va réussir à s'en sortir, mais actuellement on n'a aucune solution. D'accord. Et on découvre en fait ces problématiques en même temps qu'on développe la culture et qu'on développe les bassins de production partout en France. Et vous faites accompagner pour essayer d'améliorer peut-être vos pratiques d'un point de vue matière organique, fertilité globale Après, au sein de l'association, on fait appel à des formateurs, mais c'est plutôt dans une approche globale de la ferme que d'une approche juste le chanvre en fait, qui représente en fait très peu de culture. Nous, au sein de l'association, l'objectif c'est quand même déjà de développer la filière, développer les débouchés, qui demandent déjà beaucoup de travail, plutôt que d'aller en plus travailler sur la partie amélioration des pratiques agricoles, qui en fait est beaucoup plus large que juste le chanvre. Ouais, après, c'est mon rôle au sein de l'association, c'est mon rôle d'aller accompagner les agriculteurs sur l'amélioration du sol, le développement des couverts végétaux, des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'on a une vision un peu sur l'historique du chanvre ? Est-ce que c'est une culture qui s'est arrêtée et du coup on a perdu le savoir-faire, typiquement avec tous les problèmes de parasites qu'on peut rencontrer ? Ou est-ce que... Et donc du coup on va rechercher comment ça se faisait dans l'ancien temps ? Est-ce que ça représentait beaucoup avant le chanvre, ou alors au contraire c'est des cultures qui sont assez nouvelles ? Le chanvre historiquement en fait c'était assez largement cultivé, mais en fait on n'a aucun écrit qui permette de le documenter, parce que c'était la culture des pauvres, des métayers. Donc même localement il s'en faisait pas mal, mais en fait c'était la culture qu'on faisait en bord de ferme, mais qu'on s'occupait très peu et qui servait à faire tout ce qui était les vêtements, les cordages. Voilà, donc c'était la culture du métayer, et ça a été abandonné avec l'avènement du plastique qui a remplacé, et du coton, qui ont remplacé la fibre du chanvre, qui était quand même compliquée à travailler parce qu'elle n'est pas mécanisable en fait. Donc si vous allez à l'écomusée de Marquez, vous avez les cardes, donc c'est des espèces de planches en bois avec plein de clous, et en fait on venait jeter le chanvre dessus, tirer, et on récupérait la chaîne vote d'un côté, le fil de l'autre. Et donc ensuite, les métayers, les paysans venaient filer le chanvre, soit avec un rouet, soit directement à la main pour faire du fil. Et donc on avait la corde d'un côté, pour la fibre de mauvaise qualité, c'était la corde. Et la fibre de bonne qualité, c'était pour les vêtements, pour les draps, etc., quoi. Donc oui, on retrouve ces productions-là encore, mais on a perdu le savoir-faire avec tout ça, quoi. Avec l'avènement du plastique. Mais en soi, on peut recréer un peu tout ça, quoi. Il y a encore quelques savoir-faire qui existent partout en France. Sauf, un peu comme la laine. Un peu comme la laine, ouais. Je crois que ce qui manque, c'est les filatures, qui n'existent plus en France. Et du coup, la filière lin et chanvre, notamment, en Normandie, envoie tout, si je ne dis pas de bêtises, en Pologne, pour faire filer le fil. Pour que ça revienne après en France. Bon, là, on a encore le savoir-faire de fabriquer des filatures, mais on n'a plus faire l'assembler pour faire les tissus, mais on n'a plus Je
J'avais une question concernant la semence, parce qu'en fait, vous avez parlé de semences qui étaient non reproductibles, mais ça veut dire qu'il n'y a personne sur le territoire qui est en capacité de fournir des semences qui sont reproductibles. Je pense à Cocopelli par rapport aux particuliers, mais voilà, ça peut être ce style-là sur les pros. Oui, il y a une législation en fait en France. On est obligé de semer des variétés qui ont moins de 0,01% de THC, qui est la molécule psychotrope du chanvre. Contrairement à d'autres pays européens où en fait on a des normes qui sont différentes. La Pologne par exemple c'est 0,04. Voilà, donc bon, on ne sait pas pourquoi c'est fixé comme ça en France et que c'est fixé autrement sur d'autres pays européens, mais voilà, on est obligé de se plier à cette réglementation. Et donc ce que disent les semenciers, c'est que si on ressème le chanvre, on va augmenter le taux de THC. Et donc il y a des contrôles aléatoires qui sont réalisés pour vérifier qu'on a bien acheté la semence certifiée par des organismes d'État qui viennent prélever une partie du chanvre sans avertir les agriculteurs pour faire ensuite des analyses en laboratoire pour être sûr qu'il n'y a pas de THC dans la parcelle de chanvre. Voilà, et donc il y a une seule coopérative qui existe en France qui s'appelle MPIT et qui vend la semence de chanvre. Et on est obligé de leur acheter soit à eux, soit acheter sur le catalogue européen des semences de chanvre, mais on ne peut pas s'autoproduire sa semence. Du coup, elle est produite dans l'Anjou, un gros bassin de production de semences, dont la semence de chanvre. Mais c'est une production un petit peu spécifique, différente de la production industrielle, et qui est aussi différente de la production de CBD dont on entend parler, qui se rapproche plus de l'horticulture, voire du maraîchage dans l'approche. Alors que nous, ce qu'on essaie de développer, c'est le chanvre, on va dire sur des grandes superficies, on s'entend, mais sur des surfaces un peu plus importantes, et du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes modes de culture. L'objectif, c'est de ne pas irriguer. Après, tout dépend des terroirs. Dans les Landes, on a la moitié du territoire, c'est du sable, et en fait, dans le sable, rien ne pousse si on ne met pas un peu d'eau. Mais on est sur des besoins en eau qui sont équivalents à peu près à ceux du tournesol. Donc, localement, ce n'est pas une plante qui est forcément non plus irriguée. L'objectif, ce n'est pas d'irriguer, c'est de limiter les apports. Et après, sur les parcelles sur lesquelles on positionne, ce sont plutôt des limons sableux, limons argileux, et là on peut se passer de l'irrigation. Tout dépend des années aussi. 2022 par exemple, grosse année de sécheresse, si on n'arrose pas, on n'a rien, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de freins réglementaires, et au niveau du secteur du bâtiment, vous êtes confronté à ça ou... Complètement. Réglementaire et un peu aussi incitatif en termes économiques, puisque je crois que si je dis pas de bêtises, le chanvre n'est pas subventionnable. Et après, il faut du coup qu'on ait du chanvre labellisé. Donc obtenir cette labellisation, c'est assez compliqué. Et si j'ai bien compris, alors je suis peut-être plus compétent que moi sur le bâtiment. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a Construire en chanvre qui a donné des règles professionnelles. Donc si on utilise le chanvre sous ce cahier des charges-là, c'est bon. Mais sinon, si on est en dehors des clous, entre guillemets, on ne peut pas facilement l'utiliser. Ouais. En fait, c'est ça. Comme la paille, il y a des règles professionnelles et qui permettent, pour des professionnels qui posent du chanvre ou de la paille, d'être assurés quand même. Donc aujourd'hui, on sait mettre en œuvre du chanvre, et quel que soit le type de bâtiment, y compris après d'œuvre publique, tout ça, pour une entreprise en étant assuré sans problème. Voilà, ça marche aujourd'hui. Et je rajoute une info qui est la même que pour la paille. Aujourd'hui, en France, on produit assez pour construire tous les bâtiments dont on a besoin. Il n'y a pas de pénurie ni de chanvre ni de paille dans la construction. On en est loin encore. Voilà. Juste parce que des fois, il y en a des gens qui se disent il n'y a pas assez de chanvre, on ne peut pas construire. On en est loin. Voilà. Oui. Exactement. J'y connais rien et ça m'intrigue, mais pourquoi c'est pas subventionnable le chanvre ? Et finalement, pourquoi c'est le maïs ici qui est privilégié systématiquement par les aides ? Question naïve, mais Alors, en agricole, le chanvre est aidé. Voilà, on a le droit à 100 €, une prime spéciale de 100 €. Donc, on juge du montant. Mais après, c'est plus dans la partie bâtiment, où en fait, pour être mise en œuvre, je crois qu'il faut des épaisseurs, par rapport aux réglementations, il faut des épaisseurs très importantes. Et en fait, les subventions les subventions pour les clients entre guillemets ne sont pas faites pour pouvoir en bénéficier. Donc, non, c'est ça. C'est quand on utilise le chanvre, on l'utilise en général en correcteur thermique avec de la chaux ou de la terre, et c'est pas considéré comme un isolant.
Et le R, la résistance thermique est calculée, en fait, dans les moteurs de calcul, on ne considère pas ça comme un isolant assez performant. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir des aides type crédit d'impôt, crédit à taux zéro, tout ça. Et avec France Rénov', on en a parlé un peu tout à l'heure avec les conseillers France Rénov', mais ces aides-là ne sont pas éligibles pour des techniques comme celle-là. Alors que ça marche bien, on le sait bien. Quand on vit dedans, on sait ça marche super bien. Le maïs. Pourquoi le maïs c'est une plante qui est adaptée ici, quoi. On le voit encore cette année. Là, je vous disais, il fait que pleuvoir. Le maïs, on va pouvoir le récolter jusqu'en décembre. Donc malheureusement, le climat donne aussi raison aux maïsiculteurs. C'est une plante qui est adaptée localement. À mon plus grand regret, hein, mais après, l'objectif, c'est quand même d'accompagner les agriculteurs vers une diversification des cultures. Mais on se rend compte que cette diversification des cultures, elle est compliquée, même avec le changement climatique. Le blé, cette année, c'est la pire année pour le blé. En fait, il a fait que pleuvoir d'octobre à mai. Donc, en fait, le blé, il est noyé dans l'eau, très clairement. Donc, en fait, il ne se développe pas. Donc, il n'y a pas de rendement, donc il n'y a pas de revenus pour les agriculteurs. Là, on avait développé le tournesol, des choses comme ça, du soja. En fait, c'est des cultures qui vont pas sécher comme du maïs, donc ils vont garder de l'humidité. Donc, en fait, c'est les mêmes problématiques. On ne peut pas les récolter, ou quand on les récolte, c'est pas assez intéressant économiquement aussi. Et derrière, après, il y a tout ce qui est chaîne logistique, c'est-à-dire qu'on a tout investi pour du maïs et pas pour d'autres cultures. Et quand on veut sortir sur d'autres cultures, il faut investir dans toutes ces nouvelles chaînes logistiques. Et malheureusement, les grandes coopératives ou grandes multinationales, on peut les appeler comme ça, n'investissent pas dans ce genre de filière. Donc c'est à la base, c'est aux paysans de tout revoir de A à Z. Ça leur demande beaucoup de compétences, de prendre sur du temps perso, on ne peut pas les indemniser ni les subventionner pour faire ce travail-là. Donc en fait, ça peut être aussi très vite épuisant, voire écœurant, de se dire oui, on fait des choses qui sont bien pour l'environnement, mais derrière, on n'est pas payé pour, comparé à du maïs où en fait c'est simple, ça va fonctionner tous les ans, plus ou moins, mais ça va fonctionner. Et c'est là où en fait la filière chanvre, par exemple, ça va faire le lien, mais on a besoin un peu de rassembler tous les corps de métier et les consommateurs pour réussir à développer cette filière. Donc moi je crois beaucoup au modèle de coopérative type de SIC pour développer cette filière, parce qu'on aura besoin des élus qui vont utiliser du chanvre, qui vont s'engager dans des volumes pour la rénovation de bâtiments et pour l'alimentation en restauration collective. On va avoir besoin de consommateurs, on va avoir besoin d'artisans qui s'engagent sur des volumes pour utiliser le chanvre dans le bâtiment. Et l'idée, je pense, c'est de faire quelque chose de gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour les producteurs, d'avoir un produit qui a un débouché. Pour les artisans dans le bâtiment, d'avoir un produit qui soit produit localement, donc avec un faible impact environnemental, et également peut-être de pouvoir mieux maîtriser les coûts. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer là-dessus pour développer cette filière, parce que les paysans, ils sont déjà à fond sur leur ferme, ils n'ont déjà pas de revenus, et du coup, ils ne peuvent pas relever les défis de la filière chanvre tout seuls. Voilà. Donc moi, je pense que c'est un appel un peu aussi où on lance, mais je pense qu'il faut aussi qu'on le fasse comprendre aux agriculteurs qui ont, là, les agriculteurs avec qui je travaille, qui ont aussi cette volonté de vouloir tout maîtriser pour garder en fait la rémunération, parce qu'il y a aussi un enjeu de rémunération. Parce que quand ils ont tout délégué, en fait, ils ont perdu la répartition de la valeur. Et vu que c'est les derniers, c'est pas forcément ceux qui gagnent le plus à la fin. Et l'objectif, je pense, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une plus grande transparence, une véritable confiance entre tous les maillons de cette filière pour assurer des débouchés et une rentabilité pour chacun des maillons, donc avec la filière chanvre. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer. Et je pense qu'il faut qu'on mutualise des forces aussi avec les bassins de production. Donc c'est ce qu'on est en train de faire au niveau régional. On se met en ordre de marche, entre guillemets, entre les différents départements. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on aille au-delà de la production agricole pure et qu'on décloisonne un peu le monde agricole qui a été trop cloisonné pendant longtemps aussi. Merci beaucoup Antoine. On va s'arrêter là.